Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs coutumes, leur territoire durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 36. Paris, la ville chaude du IVe siècle. Fait peu connu, l'empereur Julien est sans doute le premier dirigeant d'État à résider dans la ville de Paris. Une ville sans relief à cette époque, mais sur le point de prendre un rôle historique d'importance. Et aussi de perdre son nom antique de Lutèce pour adopter celui du peuple celte historiquement présent dans la région, les Parisis. Je cite le Misopogon, texte écrit en février 363 par Julien lui-même. Je me trouvais en quartier d'hiver chez ma bien-aimée Lutèce, car c'est ainsi que les Celtes appellent la capitale des Parisiens. C'est une petite île située dans la rivière. Un mur l'entoure entièrement et des ponts de bois y mènent des deux côtés. La rivière monte et descend rarement, mais elle a généralement la même profondeur en hiver qu'en été, et elle fournit une eau très claire à l'œil et très agréable pour celui qui souhaite boire. Car comme les habitants vivent sur une île, ils doivent puiser leur eau principalement au fleuve. L'hiver aussi y est plutôt doux, peut-être à cause de la chaleur de l'océan qui n'est pas éloigné de plus de 900 stades, et il se peut qu'une légère brise de l'eau souffle jusqu'ici. Car l'eau de mer semble être plus chaude que douce. Que ce soit pour cette raison ou pour une autre qui m'est obscure, le fait est, comme je le dis, que ceux qui vivent dans cet endroit ont un hiver plus chaud. Et une bonne espèce de vigne pousse par là, et quelques personnes ont même réussi à faire pousser des figuiers en les couvrant en hiver d'une sorte de vêtements de paille de blé et d'objets de ce genre, comme ceux qu'on utilise pour protéger les arbres du mal que leur fait le vent froid. Texte écrit en février 363 à Antioche, province de Syrie. Alors, cette étrange ode à la ville de Paris, écrite par Julien, nous est livrée au hasard d'un texte publié par lui quelques mois avant sa mort dans la ville d'Antioche, à la frontière entre Turquie et Syrie moderne. Parce que le jeune empereur a fait une pause de plusieurs mois dans cette immense ville de son empire avant de s'embarquer pour sa dernière campagne militaire contre les Sassanides à l'est. Honnêtement, on peut facilement comprendre le choix qu'il a fait de séjourner à Paris, une ville bien défendue et plus éloignée du front en 357, traumatisé qu'il était de son hiver précédent, où il a failli se faire massacrer par des bandes de Germains alors qu'il hivernait à Sens. La ville de Lyon était une cible trop tentante pour les bandes de Germains encore non contrôlées, sillonnant la région avant son grand nettoyage de la fin des années 50. C'est probablement l'une des raisons de l'attachement sentimental de Julien à cette cité. Lui qui s'est installé dans le prétoire romain situé précisément sous le palais de justice moderne du 1er arrondissement. Et une cité dont il vantera donc ses figuiers et l'eau très pure de la Seine que boivent ses habitants, ce qui, paraît-il, est devenu moins fréquent au XXIe siècle malgré les Jeux Olympiques de 2024. C'est surtout une cité sans prétention, minuscule ville de province vivant du commerce transitant par la Seine où le César s'est toujours bien senti, au milieu de ses habitants qui lui sont reconnaissants pour son œuvre pacificatrice en Gaule. C'est ce qui explique son ton nostalgique lorsqu'il en parle 6 ans après, en écrivant son traité Misopogon, l'ennemi de la barbe en grec à Antioche. Car depuis son accession au trône, rien ne semble fonctionner comme prévu pour le jeune empereur réformateur qui réalise la difficulté de gouverner un empire si vaste que lui a laissé son cousin détesté, Constance II. Ces réformes religieuses, pour revigorer le paganisme, passent mal dans une des toutes premières cités évangélisées du monde romain par les premiers apôtres. Quant à sa tentative pour bloquer les prix des denrées alimentaires afin de soulager le peuple, elle a créé plus de problèmes que de solutions, en braquant toute l'élite commerçante de la ville. Finalement, son dédain pour les signes extérieurs de gloire et pour les divertissements officiels comme les courses de chariots sont difficilement compréhensibles pour la population. L'empereur philosophe
va finir par s'aliéner la population sophistiquée d'une ville qu'il n'a jamais appréciée. Et son texte, moitié ironique, moitié accusateur, sur l'incapacité des citoyens du coin à comprendre la vertu de ses réformes et de ses idées, ne va sûrement pas arranger les choses. Julien partira bien fâché contre Antioche et ses étranges habitants en mars 363, en se remémorant que bizarrement, la simplicité et la bonhomie des Parisiens lui convenaient mieux que la sophistication et les attentes des Orientaux. Une ville de Paris qui gardera encore un rôle critique de garnison militaire pendant les quelques décennies qui suivent, juste avant l'effondrement de la puissance centrale romaine à l'ouest du 5e siècle, qui entraînera son retour progressif à l'obscurité. Retour très temporel. En tout cas, jusqu'à ce qu'une sainte célèbre devienne l'improbable amie d'un roi chevelu un siècle plus tard, et que de ce drôle d'attelage naisse une toute nouvelle capitale d'un royaume flambant neuf. Une toute autre histoire pour la saison 4 de ce podcast.